sorti. Imagine une course avec 22 voitures au départ et seulement 8 qui passent la ligne d'arrivée. Oh là 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 là, oh là 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 là. C'est un carambolage gigantesque à la sortie de l'épingle de la source. Une course où Michael Schumacher a failli casser la gueule d'un mec. Un spectacle entremêlant des crashs tous plus impressionnants les uns que les autres avec des dramas complètement lunaires. Bon, tu l'auras sûrement compris, mais aujourd'hui on va parler de Formule 1. Et si je devais te décrire ce sport en 1998, eh ben je te dirais que c'est les 22 meilleurs pilotes du monde dans leur domaine qui s'affrontent tout au long de l'année dans des courses appelées Grand Prix que l'on surnomme aussi GP sur des circuits aux 4 coins de la planète pour savoir qui est le meilleur parmi les meilleurs. Et l'événement dont on va parler aujourd'hui ne fait pas exception à la règle, c'est le 13e de l'année sur un total de 16. Et ouais, c'est la fin de la saison, autant te dire que la tension monte. La bataille fait rage entre les pilotes et dans le trio de tête on retrouve Mika Häkkinen, Michael Schumacher et David Coulthard. Et Mika à ce moment-là il roule pour McLaren et s'apprête à marquer l'histoire en rentrant dans le club très fermé des vainqueurs d'un titre de champion du monde de F1. Et il est suivi de près par la légende, le seul et unique baron rouge, j'ai nommé Michael Schumacher, qui a déjà intégré ce club quelques années auparavant et qui compte bien ajouter un 3e titre ultime à son palmarès. Et puis il y a Coulthard, coéquipier de Mika chez McLaren, qui se bat lui aussi pour le premier titre de sa carrière. Et ces 3 gars sont suivis de près par Eddie Irvine et Jacques Villeneuve, champions du monde en titre avec une victoire l'année précédente en 1997. Un mec qui a réussi l'exploit de devenir champion du monde lors de sa 2e année en F1 et de finir 2e lors de sa première année. Une sacrée performance. Et tout ce petit monde ainsi que 17 autres pilotes arrivent le couteau entre les dents sur le circuit de Spa-Francorchamps. Bienvenue à l'édition 1998 du Grand Prix de Belgique, le plus chaotique de l'histoire de la Formule 1. Et Spa-Francorchamps, c'est pas n'importe quel tracé, c'est l'un des circuits les plus complexes et exigeants du monde avec le légendaire Raidillon et son enchaînement de virages où les pilotes prennent 5G en pleine face à cause du dénivelé équivalent à 8 étages et où la moindre erreur peut être fatale et ça on a pu le voir à de nombreuses reprises au cours de l'histoire avec des accidents toujours plus violents les uns que les autres et tu verras qu'aujourd'hui certains pilotes n'y échapperont pas. On retrouve aussi des courbes ultra rapides qui sont prises à plus de 300 par ces malades et des conditions météo qui sont souvent compliquées. Bah ouais, forcément on est en Belgique. Mais cette fois quand ils arrivent pour les qualifications, eh bien il fait bon, ni trop chaud ni trop froid, les conditions parfaites pour exploiter les voitures à leur plein potentiel et ça donne ça. Des pilotes qui se donnent à fond et qui exploitent les machines en les poussant à leurs limites. Et je sais pas pour toi, mais moi je trouve que c'est avec ces caméras embarquées que l'on se rend vraiment compte à quel point ça va vite, à quel point ces pilotes ont un temps de réaction hors du commun et à quel point le danger est omniprésent. Et ça, Jacques Villeneuve, il va en payer le prix en premier lorsqu'il s'engage à 290 dans le Raidillon. Attention. Villeneuve est sorti. Le crash est terrible et d'une violence inouïe, et pourtant il s'en sortira miraculeusement indemne, on le verra même sortir de sa monoplace comme si de rien n'était, et il dira plus tard: Because it's a big one, and you walk out of the car and you're not hurt. So it's, it's like when you get out of a big fight and you're the one who won. Il ne sera pas la seule victime de ce maudit enchaînement de virages, car plus tard ce sera au tour de Mika Salo de se cracher presque au même endroit. Et il s'en sortira lui aussi indemne, mais malgré ces malheureux accidents, les qualifs continuent. Ce sont les 2 McLaren de Mika Häkkinen et David Coulthard qui sortiront leur épingle du jeu et prendront la tête de la grille. Suivi de Damon Hill qui réalise une très bonne performance en se plaçant devant Michael Schumacher qui quant à lui s'assure une 4e place, alors qu'Eddie Irvine se placera 5e sur la grille et Jacques Villeneuve, malgré son énorme crash, sécurisera la 6e position. Mais c'est une fois ces qualifs terminés que les choses vont se gâter. En effet, les conditions météo se dégradent et le 2e jour de course pointe le bout de son nez sous des trompes d'eau. Et ça va tout changer parce qu'on est en 1998 là. Actuellement, les GP sont annulés pour la moindre petite goutte de flotte. Mais là, non, malgré des conditions déplorables, le départ va être donné. Et c'est à partir de ce moment que les choses vont vraiment se compliquer. Jean-Louis, je suis désolé mais c'est la merde. Les pilotes se placent sur la grille et le départ est donné. Häkkinen part en trombe alors que Coulthard rate son départ en se faisant dépasser par Jacques Villeneuve. Schumacher quant à lui profite du premier virage pour se frayer un chemin et récupérer la 3e place. Sauf que quelques secondes plus tard, l'impensable arrivera. Mal parti, regardez. Oh là 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 là, oh là 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 là. C'est un carambolage gigantesque. À peine 30 secondes de course et c'est déjà l'hécatombe, une scène de pur chaos, un crash incluant 13 voitures. Sur les images, on peut voir que Coulthard perd le contrôle de sa McLaren, entraînant une réaction en chaîne dont seuls les pilotes en tête et quelques chanceux pourront échapper. Comme Ralf Schumacher qui, en voyant ce qui se passe, décide de juste attendre dans l'herbe. Il dira lui-même plus tard: j'ai mis ma voiture sur la gauche juste à temps pour voir une autre F1 me frôler à 10 cm. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais chez les Schumacher, on court en famille. Michael est présent lors de ce GP chez Ferrari, mais son frère aussi qui lui court chez Jordan.
McLaren. Et tu verras qu'il va être au cœur de certains événements qui vont arriver, mais pour l'instant retournons à la course. Parce que à ce moment, sans le vouloir, Coulthard venait d'engendrer le départ le plus chaotique de l'histoire de la F1. Il a fallu plus d'1 heure à la direction de course pour dégager la piste et pendant ce temps-là, c'est retour au stand pour les pilotes. Les voitures réparables sont sauvées, sauf que 4 pilotes ne pourront pas repartir, soit pour blessure et ce sera le cas de Barrichello, soit parce que les équipes n'ont qu'une voiture de rechange et il faut donc faire un choix si leurs 2 pilotes ont détruit les leurs. Et c'est malheureusement à cause de ça que Salo, Rosset et Panis ne repartiront pas. Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'est que le début. Un nouveau départ pour la course est donné et cette fois c'est Damon Hill qui en tirera avantage en prenant la tête de la course, suivi de très près par Schumacher qui tentera un dépassement et... Ils sont accrochés. Et tête à queue d'Hakkinen. Et touché. Hakkinen et Herbert sont maintenant hors course et sans le vouloir, Schumacher vient de sortir son principal concurrent pour le titre de champion du monde. Une victoire aujourd'hui à Spa pour lui, c'est 10 points supplémentaires qui lui permettent de dépasser son rival. Et plus tard dans le même tour, c'est la deuxième McLaren de David Coulthard qui finira dans le bac à gravier après un accrochage avec Alexander Wurz. David réussit à repartir mais c'est la fin pour Alexander et cette fois pas de drapeau rouge mais une safety car. Et pour les petits cancres au fond de la classe, une safety car ça permet de ne pas arrêter la course mais simplement de la temporiser. La safety car prend la tête et tous les pilotes doivent la suivre sans se doubler jusqu'à ce qu'elle rentre dans les stands et que la course reparte. Et dans notre cas, ce moment-là, il arrivera 2 tours plus tard avec Damon Hill en tête suivi par les 2 Ferrari de Schumacher et Eddie Irvine. C'est alors une vraie bataille qui s'engage entre les 2 leaders. Damon Hill maintient le rythme et doit lutter contre un Schumacher qui sait qu'il peut revenir dans le championnat grâce à ses victoire. Il tiendra jusqu'au 7e tour où Schumi décidera d'attaquer. Regardez. Et il vient taper Il a failli sortir. dans le freinage de l'arrêt de bus et il va passer Schumacher. Brillant, hein. Il l'a Et ouais, il a la dalle. Et au tour d'après, c'est Jos Verstappen qui sera contraint d'abandonner à cause d'un problème moteur. Et oui, pour ceux qui se posent la question, c'est le père du mec qui roule sur absolument tout le monde actuellement. Et la météo se dégrade de plus en plus, ce qui amènera la seconde Ferrari à la faute lors du 9e tour et qui l'obligera à faire un arrêt au stand pour remplacer son aileron endommagé. Irvine profitera de cet arrêt pour enfiler des pneus pluie, ce que feront aussi la plupart des autres pilotes encore en course au vu de la pluie qui s'intensifie de plus en plus. Sauf que certains tarderont à faire de même, ce qui amènera Takagi à détruire sa monoplace un tour plus tard au même endroit où on a pu voir le cataclysme du début de course. Et il ne sera malheureusement pas le seul. Lors du 16e tour, c'est Jacques Villeneuve qui se fera surprendre lui aussi et perdra le contrôle de sa monoplace qui finira dans un rail de sécurité. Et ouais, à cette vitesse-là, la pluie ça pardonne pas. Décidément, entre son énorme crash au qualif et ça, c'était vraiment pas un bon Grand Prix pour lui. Et seulement un tour plus tard, ce sera Esteban Tuero qui sera contraint d'abandonner à cause d'un problème de boîte de vitesse. Pendant ce temps-là, Schumacher prend le large et rattrape les derniers pilotes qui ont un tour de retard. Il manquera d'ailleurs d'heurter le Brésilien Pedro Diniz au 22e tour. Et il continue à creuser l'écart au 24e tour. C'est maintenant 40 secondes qui séparent Schumacher avec son rival en seconde position, Damon Hill. Et s'il continue comme ça, c'est une victoire assurée. Et c'est aussi au 24e tour qu'il finira par rattraper David Coulthard qui est lui aussi retardataire d'un tour à cause de son accident survenu plus tôt dans la course. Et là, c'est une bataille entre les 2 hommes qui s'engagent car David ne le laisse pas immédiatement passer, sûrement parce qu'il est le coéquipier de Mika Hakkinen et qu'il a donc tout intérêt à faire ça. Ce qui amènera Jean Todt, le directeur de course de la Scuderia Ferrari à ce moment-là, et qui d'ailleurs est aussi une sacrée légende du monde de l'automobile français. Ancien directeur de Peugeot Talbot Sport, on lui doit notamment la légendaire 205 T16, le monstre du groupe B, il a même été directeur de la FIA. Bref, encore un autre type sur qui je dois te faire une vidéo. Mais revenons à la course. Jean se dirige donc vers le box de McLaren pour leur faire comprendre qu'il serait temps de laisser passer Michael, qui en parallèle commence à sacrément s'impatienter. Mais le message finit par passer et Coulthard finira par ralentir pour laisser passer Michael, sauf que... Et voilà. ils se sont accrochés. Oh. Ils se sont accrochés. Quel Mais... drame. Avec le nuage d'eau causé par la pluie, Schumacher heurte David à plus de 200 km/h, arrachant tout son train avant. Un terrible accident dont les conséquences auraient pu être bien plus dramatiques si Schumacher était arrivé sur une trajectoire différente. Mais le plus fou, c'est que même sur 3 roues, la Ferrari roule toujours et Schumi la ramènera au stand. Sauf qu'il sait que cette course pour lui est dorénavant terminée. Il voit les 10 points qu'aurait pu lui rapporter cette course s'envoler, s'éloignant encore un peu plus du titre de champion du monde. Et l'histoire ne s'arrêtera pas là. Le plus dingue, c'est ce qui va se passer après. Michael foncera vers le box de McLaren pour avoir une explication avec Coulthard. Et les 2 pilotes en viendront presque aux mains, Schumacher allant jusqu'à accuser Coulthard d'avoir essayé de le tuer. Michael repartira ensuite furieux pour porter une réclamation à la direction de course, avec une grande question qui se pose. A-t-il freiné sur la trajectoire de Schumacher volontairement pour favoriser son coéquipier Hakkinen, alors leader du championnat? C'est bien des années plus tard qu'on obtiendra un début d'explication sur cette histoire. David Coulthard, qui s'était toujours défendu d'une quelconque responsabilité lors de cet accident, avouera lors d'un entretien avec un journal britannique que oui, il avait fait une erreur en disant « La réalité est que j'ai levé le pied pour le laisser passer, mais je l'ai fait dans des projections d'eau importantes sur sa trajectoire. Il ne faut jamais faire ça, je ne le ferai
jamais aujourd'hui. De plus, via des données télémétriques, Ferrari a pu prouver que Coulthard avait effectivement freiné à un endroit où il était tout sauf censé le faire. Mais bon, la course continue et on n'a pas fini de voir des dingueries. Parce que dans le même tour, c'est la deuxième Ferrari d'Eddie Irvine qui finira dans le décor, achevant définitivement les derniers espoirs de Ferrari. En parallèle, c'est Damon Hill qui reprend la tête, sauf que derrière lui, il y a Ralf Schumacher, et il se trouve que Ralf est beaucoup plus rapide que Damon. Et malgré son star, il remonte et il remonte fort. Et un événement va lui donner sa chance. Au 26e tour, Shinji Nakano et Giancarlo Fisichella rejoueront la scène entre Coulthard et Schumacher, amenant la voiture de Fisichella à prendre feu. Heureusement, les deux pilotes en sortiront indemnes, mais cela amènera une safety car sur la piste, permettant à Ralf de revenir au niveau de Damon Hill. Et lorsque la course repart, il a faim. Il a faim parce qu'il sait qu'il est plus rapide que Hill. Il sait qu'il peut le monter pour la première fois de sa vie sur la première marche du podium d'un GP. C'est sa chance, alors il attaque et il lui met la pression. Sauf que chez Jordan, une décision va être prise, celle d'interdire à Ralf d'attaquer pour sécuriser les premières et secondes places. Ralf, you cannot overtake Damon. Okay, that is team order. You cannot overtake Damon. Et ça va pas plaire à Ralf. You heard me before, didn't you, Ralf, about overtaking Damon? You heard that, didn't you? Mais il finira par abdiquer, laissant s'envoler sa chance de finir sur la première place du podium. Et lorsque les vainqueurs s'apprêtent à passer la ligne d'arrivée, et bien sur les 22 voitures présentes au départ, il n'en reste plus que 8. Une vraie hécatombe qui profitera à Jordan car la course se conclura sur une première place de Damon Hill qui sera d'ailleurs la dernière de sa carrière en F1. Mais au moins notre cher Michael aura la joie de voir son frère monter à la seconde place du podium. Un petit lot de consolation on va dire, même si lui de son côté gardera une certaine amertume en bouche. Et ça Michael il va le remarquer, il sent que son frère cache quelque chose. Et quand il a su les ordres donnés par Eddie Jordan, il a vraiment pas apprécié, alors il décida d'aller le confronter dans les loges pour avoir des explications. Et il finira par lui balancer: mon frère ne courra plus jamais pour votre écurie. Et pour Michael, ça c'était pas des paroles en l'air, et il va se donner les moyens de mettre à exécution sa menace, parce qu'il ira jusqu'à payer 2 millions de livres pour racheter le contrat de son frère pour que celui-ci soit transféré chez Williams. Et puis il y a Jean Alesi qui arrivera à tirer son épingle du jeu en arrachant une 3e place dans le chaos ambiant, qui sera d'ailleurs le dernier podium de sa carrière. Et c'est comme ça que se conclut ce GP qui ressemblait plus à un scénario de film qu'à une vraie course d'ailleurs. Quelque chose qu'on ne verra sûrement plus jamais dans l'histoire de la F1 tant les rebondissements étaient tous plus dingues les uns que les autres. Bon allez, si t'as kiffé cette petite histoire...